sommes enthousiastes d'aborder ce énième numéro de votre émission avec vous. Oui, nous apprécions fortement votre belle compagnie et nous vous recommandons de rester avec nous parce que c'est midi. C'est midi, c'est maintenant. Composé bien sûr de Aloucine Sidibé. Je commence aujourd'hui par ma gauche. Merci de lui décerner de vives ovations. Aloucine Sidibé. Ça va super bien, ça va vraiment bien. Tout de rose vêtu pour faire plaisir et honneur à la femme parce que nous sommes dans le mois. C'est vrai, demain déjà on sera dans le mois de la femme, le mois de mars. Et donc, je prends les initiatives. Moi ce qui me plaît dans cette histoire, c'est que j'ai été déjà célébrée par ces deux messieurs. C'est la première fois que je vois ça. C'est-à-dire, il y a des gens qui payent leur transport. Ils vont à Bassam. Ils ne t'appellent pas, c'est ton anniversaire. Ils ne t'appellent pas. Ils vont célébrer exceptionnellement. Et puis, t'envoies la vidéo. À ton insu. Franchement, ils sont à applaudir. Franchement. Je n'ai jamais vu ça. Je n'ai jamais vu ça, incroyable anniversaire. Ça vous parle, cette façon de célébrer les anniversaires? L'anniversaire sans l'anniversaire. Sans la concerner. Moi, je trouve ça un peu insolite. C'est en fait insolite. On fait du bruit pour le doyen Cassie. Alors, docteur Philo, tout va bien? Je préfère me présenter, c'est de moi que vous étiez en train de parler. Au fait, la manière de voir la vie, pour nous c'était une surprise pour vous, hein. C'était votre anniversaire. C'est cela. On vous invite pas, puis nous on célèbre ça à notre manière. Non mais j'ai bien aimé. Voilà, il faut savoir improviser souvent en fait, il faut savoir improviser. Et puis, moi je dis toute chose, c'est pas dans les actes au fait. Lui il dit la chemise rose, c'est parce qu'il aime la femme. Moi je suis comme ça, moi je n'aime pas femme. Non, 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 non. Je vous dis, la vie, c'est un état d'esprit au fait. Tout se passe dans la tête. Tout se passe dans la tête. Tu peux t'habiller comme ça puis détester la femme. Et t'habiller comme ça et aimer la femme. Ah bon. Voilà. Eh bien, on ne parlera pas de la femme aujourd'hui. Nous recevrons dans quelques instants un homme qui a un mental de ouf, j'ai envie de dire. Pour parler comme les jeunes, il a un mental d'acier, mental de fer. Je ne sais pas, prêtez-moi le mot. Je ne suis jamais avoué vaincu. Je ne me suis jamais avoué vaincu. C'est le thème retenu pour ce jour. Notre invité témoin se nomme Olivier Banimo. Dans quelques instants, il sera des nôtres. Mais avant, voici son portrait. Olivier Banimo, voici un jeune homme de 30 ans qui incarne le courage, la détermination et la persévérance. Originaire de Kobuo, petit village à quelques encablures de la ville de Gagnoa, notre invité est issu d'une famille de 7 enfants. Marié et père de 2 enfants, il prépare un master en gestion des conflits et empoche déjà une licence en espagnol. Olivier a par ailleurs, dans ses tiroirs, plusieurs manuscrits déjà prêts, mais Devenez le vrai vous est sa toute première publication. Sa qualité de coach en développement personnel va lui permettre d'écrire des pages de sa vie. Pour lui, chacun est maître de son destin. Il n'attend rien de personne et ne s'est jamais avoué vaincu. Découvrez Olivier Banimo sur le plateau de C'est Midi. Merci beaucoup, Nafi Touré. Bien, nous allons recevoir à présent Olivier Banimo qui nous rejoint donc sur le plateau avec des applaudissements, n'est-ce pas? Olivier, écrivain, conférencier, auditeur en culture de la paix, prévention et gestion des conflits à la chaire UNESCO d'Abidjan. Merci beaucoup, public de C'est Midi, pour ce chaleureux accueil. Tout de suite, nous allons passer la parole à Dr Philo pour son avis. C'est mon avis, avec Dr Philo. Merci. Merci beaucoup. Je ne me suis jamais avoué vaincu. Ouais, à travers... C'est pourquoi même je suis habillé comme ça. Donc, c'est pas... En fait, je le disais, c'est pas dans l'accoutrement. Être gagnant... Tout ne se passe pas là-bas. Tout ne se passe pas dans la tenue. Moi, je suis là, lui dit, il est gagnant toujours, il ne s'est jamais avoué vaincu. Je peux dire que moi, je suis plus que ça même. Malgré mon démembré, mon truc, je suis calé. Moi, je suis un bâtard. Moi, il ne lâche pas à faire. Ah bon? Non, moi, il ne lâche pas à faire. Non, moi, dans la vie, il faut se fixer un objectif, quoi. Voilà.
Si vous avez dit qu'il a un mental d'acier, c'est pas parce qu'il a grosse tête qu'il est... Non, c'est pas... J'ai dit qu'il ne faut pas avoir grosse tête pour truc. Il faut avoir une petite tête et puis il faut avoir quelque chose là-dedans. Et moi, je voudrais louer votre courage parce que venir s'asseoir sur un plateau de télé pour dire que vous ne vous êtes jamais avoué vaincu. Vraiment, je dis que c'est un état d'esprit, la réussite. Les étudiants sont là, ils sont nombreux. Nelson Mandela disait qu'un gagnant, c'est un rêveur qui n'abandonne jamais. Donc il ne faut jamais abandonner et tout se passe dans la tête. Et le succès se passe dans la tête, au fait. C'est-à-dire c'est dans la tête. Et souvent, quand vous êtes comme ça, les gens, c'est toute une philosophie. Les gens ne vous comprennent pas. C'est comme les éléphants de Côte d'Ivoire, par exemple. C'est-à-dire quand tu joues au foot, là, souvent ils perdent, ils jouent match. Au Félix, ici, 5-0, les gagnent. Mais le même soir, ils sont en bas. Et souvent, les gens sont là, ils sont inconscients, ils ne sont pas inconscients. Hein. Dans la tête, là, ils ont gagné. C'est vous, vous n'avez pas gagné. C'est dans eux, la tête, là, ils ont gagné. Voilà. Voilà, c'est dans la tête. Dans la tête, ils gagnent. Même les examens, le pauvre, c'est-à-dire un enfant, il ne faut pas attendre à ce qu'on crée les occasions. Il faut vous-même créer ces occasions-là. Il y a un chanteur qui disait que c'est l'effort du battant, du combattant que le paresseux appelle la chance. C'est parce que quelqu'un a créé qu'il y a eu une fuite. Et puis voilà, vous avez saisi ça, vous appelez la chance. Là, vous êtes un paresseux qui avait profité du combat de quelqu'un d'autre. Vous me regardez, c'est toute une philosophie. Si vous comprenez quelque chose, franchement, ça va être difficile pour moi. C'est dans la tête, c'est la autre partie. C'est ça, je n'aime pas. Tu es en train de manger. Tu es là, tu n'as rien, tu as pris ta banane, tu es en train de manger ça avec arachide. Tu mets dans la tête que tu es en train de manger foutu, bien pilé avec sauce arachide, mon cher. C'est ce qui va. Tout se passe dans la tête. C'est vrai qu'on parle, on est en train de parler gros français. Ce monsieur dit j'ai jamais avoué vaincu, mais peut-être qu'il y a des endroits où il n'est pas encore parti. Moi je confirme, il n'a qu'à là, Yopougon là, même en face du cimetière, il y a Maki. Si tu as vu ça de tes propres yeux là, tu vas t'avouer vaincu. Parce que là-bas, rien qu'à voir la serveuse qui a 17 foyers, 17 divorces, elle a essayé toutes sortes de pommades sur son corps, son teint est flou. Regarde comment elle va. Tu vois quoi? Si tu as vu ça là, voilà, tu vas tomber quoi? Vaincu. Tu vas tomber. Merci beaucoup, Dr Philo. Retrouvons à présent notre ami personnel Paterna Assemian dans le micro-trottoir. Le micro-trottoir avec Chris Paterna Assemian. Salut Caroline, c'est un plaisir renouvelé de vous retrouver dans le cadre de cette émission. Racontez-nous votre échec. C'est la question de ce micro-trottoir de ce midi. Patin composé au baccalauréat, voilà, 2013. J'étais le premier de mon établissement, le premier de mon train. Voilà. Et arrivé là-bas, ça n'a pas marché. Ça a été une déception, grande déception pour moi. Étudiant, on venait de finir la maîtrise de recherche à l'université de Cocody et puis on a passé le concours de CAFCO en son temps pour devenir conseiller d'orientation. Et là, j'étais admissible, mais la période où on donnait les résultats a coïncidé avec un voyage à l'extérieur. Et donc j'étais là-bas et puis les résultats sont sortis. N'étant pas au pays, bon, ça m'a beaucoup fait mal. Mon plus grand échec dans la vie, c'est de ne pas avoir réalisé tous mes rêves avant que mon père ne décède. Parce que je voulais qu'il voie ma réussite et qu'il soit fier de moi. Après le bac, j'ai opté pour la communication. Mais ça n'a pas marché, on m'a orienté en sociologie. Voilà. Mais je ne me suis pas découragée. Je suis restée en sociologie et je continue jusqu'à présent. Mon plus grand échec dans la vie, c'est d'avoir échoué à mes concours de police, surtout parce que j'ai présenté ce concours-là plusieurs fois, à maintes reprises. Voilà, parce que j'ai fait d'abord, la faculté de criminologie. Merci beaucoup. Je rappelle que nous sommes en compagnie d'Olivier Bagnimo, écrivain, conférencier, auditeur en culture de la paix, prévention et gestion des conflits à la chaire UNESCO. Bonjour et bienvenue sur notre plateau. Oui, alors, Olivier, le micro-trottoir nous a enseigné sur les avis des uns et des autres, mais avant on a eu le portrait. Dans le portrait, il nous a été indiqué que vous êtes issu d'une famille de 7 enfants. C'est clair. Et ce qu'on ne sait pas, c'est que vous avez perdu votre papa lorsque vous aviez 1 an. C'est juste. Alors, dès lors, comment se passe? Que vous a-t-elle raconté votre maman? Bien, d'accord. Merci déjà pour l'opportunité que me donne ce midi. Je voudrais dire merci non seulement au Dieu Tout-Puissant et à toute l'équipe de la RTI. Merci pour cette occasion de partager véritablement cette énergie qui bout en moi.
Donc en 90, je perds papa. J'étais là maintenant avec maman dans le combat donc, de la vie. Elle était ménagère, elle n'avait pas grand moyen, mais j'y croyais, j'étais toujours heureux avec elle. Et j'ai fait le cursus primaire, je suis allé au collège. Et après ça, au collège là-bas, j'ai donc rencontré des amis. Le cursus avant d'arriver au collège, le cursus était normal? Oui, il était vraiment normal. Normal. Voilà. Quel genre d'élève étiez-vous? Bon, un élève très brillant. Très brillant. Très brillant, ça il faut le dire. Donc j'ai été... Grâce à la bienveillance de maman, je suppose. Oui, c'est sa bienveillance, son amour, son combat. Et moi, j'ai bien voulu lui faire plaisir. Voilà, ma part de responsabilité, c'était d'étudier et puis que les résultats soient meilleurs. Voilà. Et donc, après ça, je tombe au collège. Le travail est toujours bon, mais là, au collège, dans la fleur de l'âge, on rencontre d'autres amis. L'euphorisme donc, va s'installer. Et le travail est toujours là, mais désormais, il y a une interférence. Et ça va se solder par l'obtention du BPC, mais je ne suis pas orienté. Voilà. Et donc là, tout de suite, il y a un premier échec. Voilà. J'ai eu le BPC, mais je ne suis pas orienté. D'autres amis sont déjà allés en seconde. Et il faut tout de suite refaire, il faut redéfinir les stratégies de combat. Déjà, comment vous accueillez cette nouvelle? Qu'est-ce qui se passe dans votre cœur? Avoir le BPC et ne pas être orienté. Si j'étais une autre personne, je dirais que c'était un échec. Mais bon, c'était pour moi une opportunité mais est-ce qu'à cette époque-là, à cette époque, je ne voyais pas ça comme ça. Comme une opportunité? Non, je ne voyais pas ça comme ça. Donc, j'ai été véritablement abattu. Abattu. Et je me demandais, mais comment... Donc, l'année prochaine, si ça n'a pas marché, ça veut dire que je quitte l'école. Maman n'avait plus de moyens pour payer peut-être un collège privé. Là, il n'en avait pas assez, les collèges privés, et c'était suffisamment cher. Donc, c'était véritablement quelque chose qui se prépare à l'horizon, ce n'était pas bon pour moi. Et donc, je vais au front, et puis l'orientation, ça ne marche pas. Ça n'a pas marché. Et donc, je suis effectivement renvoyé. Le combat... Avec le BPC en poche. Le combat, ça va être désormais rude. Très, très, très rude. Et maman elle m'a dit que, tiens, si l'examen n'a pas marché, tu peux laisser. Moi, tu es mon fils, je t'aime déjà. Tu m'as prouvé. Et je me suis battu, tu t'es battu, aujourd'hui, tu as le BPC. Si ça ne passe pas, voilà, faut laisser. Voilà, moi, je t'aime toujours, mon Donc, fils. vous avez passé une année blanche. Donc, voilà, quand elle m'a dit ça, je lui ai dit, non, maman, laisse. Je ferai tout pour reprendre l'école. Et puis, j'irai jusqu'à être pour toi un bonheur. Voilà, je ferai ta joie. C'est fort, ça. Entre-temps, qu'avez-vous fait pour être donc le bonheur de maman? D'accord, donc l'année qui suit, je vais donc sombrer dans une année blanche que j'ai difficilement supportée parce que la passion que j'avais pour les études ne pouvait pas tolérer vraiment cette réalité. C'était difficile de supporter. Voilà, donc, mais néanmoins, je savais que j'allais reprendre les études. Je vais donc m'engager dans les petites activités. Là, on ne peut pas dire que vous étiez avoué vaincu, hein? Oui, parce que vous avez eu quand même la force de vous relever. Voilà, de me relever, donc, de repartir. L'histoire nous le dira. Voilà, donc je vais m'engager dans de petits commerces, je vais bien réfléchir. Moi, il y a plusieurs idées. Donc mon cerveau me pompait beaucoup d'idées, de richesses. Je vais essayer de monnayer donc, ce qui venait à mon esprit. Vous commencez par quelle activité? Petit livret de pommades dans des magasins. D'accord. Voilà, dans des magasins. Je vais voir les grossistes et les fabricants. J'en prends et puis moi je vais donner dans les magasins qui en vendaient. Voilà, j'économisais l'argent que je gagnais. Et après, je suis allé faire la classe de seconde. L'argent que j'ai économisé, j'ai pu payer 2 trimestres en même temps pour ne pas dépenser l'argent. Donc j'ai payé les 2 trimestres, le peu qui est resté, j'ai donc investi dans mes fournitures et puis je suis allé à l'école. Là, je n'avais plus suffisamment de temps, puisqu'il fallait bosser pour chercher l'argent pour payer le 3e trimestre. J'ai réalisé un bon résultat, j'étais meilleur donc, de cette seconde A là, et j'étais meilleur avec 15 de moyenne. Et après 2 trimestres, je suis à la porte parce que je n'avais pas payé. Mes professeurs m'aimaient bien, mais ils étaient impuissants parce que l'école appartient à quelqu'un qui doit faire son rendement. Donc je sors donc. Je vais chercher encore les moyens, je vais travailler durement, avoir de l'argent pour payer encore l'année qui va suivre. Quand je suis revenu, à la rentrée, les enseignants en conseil ont dit, mais tiens, tu es déjà très bon. Ton niveau là, nous sommes sûrs que tu peux faire la terminale. Déjà, ils étaient en train de dire des prophéties parce que moi, je me préparais à cette dimension-là pour affronter soit le bac. Donc déjà, quand j'ai... Déjà en classe de seconde? Oui, en classe de seconde. Je me préparais déjà à la philosophie, à quoi que ce soit. Je partais voir des gens. J'ai beaucoup fatigué un grand frère en matière de philosophie du quartier. Je l'ai attrapé et dit, mon ami, on parle de philosophie, qu'est-ce que c'est bon? Il m'a encadré. Et
Je retourne, je ne fais plus la première, je fais la terminale. Et la terminale, j'ai réussi à payer. Il restait quelques jours, je devais un peu d'argent. Donc à l'administration, on m'a dit, bon tiens, on bloque ta convocation parce que tu n'as pas payé. Là, l'examen c'était mardi, nous sommes vendredi, mais il fallait trouver de l'argent tout de suite pour aller retirer cette convocation-là. Et se disposer parce que tu n'as pas ta convocation, tu n'es pas tranquille dans la tête. Ça c'est clair. Voilà, il fallait avoir la convocation, se disposer pour affronter l'examen. J'ai tout fait et avec la grâce de Dieu, j'ai pu réunir ces fonds-là et puis j'ai payé. J'ai payé, j'ai retiré la convocation. J'ai dit, cette convocation que je tenais en main, je tenais en main le bac. Donc le reste c'était des formalités. Je rentrais à la maison tout joyeux. Je rentrais avec gaieté d'esprit. Je rentrais avec une force qui disait déjà que j'avais l'examen. Et le lendemain, je me déploie donc dans mon centre, je fais l'examen, ça marche. Conclusion? Conclusion, le bac a marché. Waouh. Bravo. Ouais, merci. Malgré toutes ces difficultés, malgré le fait que vous n'ayez pas fait la classe de première, vous arrivez tout de même à décrocher le bac. Oui, j'ai eu le bac. J'ai eu le bac avec 218 points, je crois, en ce moment. Est-ce que vous pouvez nous faire revivre ce jour-là? Déjà, comment vous annoncez la nouvelle à maman et puis qu'est-ce qui se passe à la maison? Oui, vraiment. Bon, là où j'habitais, c'était... bon, la joie, d'accord, j'étais propriétaire de moi-même en ce moment, donc là, la joie, c'était moi. Mais ailleurs, à un moment... Ah, vous étiez déjà autonome, hein? Oui, j'étais déjà autonome. Je vivais chez un grand frère. D'accord. Je vivais chez un grand frère, j'étais beaucoup investi dans... Mais lui, il était tout le temps parti. Il était tout le temps parti. Donc, la joie... Dès qu'on m'a annoncé, j'étais dans mon centre, dès que j'ai entendu mon nom, j'ai été même le premier à être appelé. Ouais, j'étais content, je me suis agenouillé, donc j'ai dit merci à Dieu, parce que c'est lui qui faisait toutes ces choses-là. Donc je rentre, je sors de l'établissement, j'appelle, il n'y avait pas de téléphone. Moi, je n'avais pas de téléphone, maman non plus. Donc je vais dans une cabine, j'informe déjà quelques frères, quelques oncles et tout ça. Voilà, certains étaient heureux, d'autres non, mais... oui, c'est toujours comme ça. Et maman, ça ne disait pas grand-chose à d'autres personnes. Le côté, voilà, non, je dis ça ne disait pas grand-chose à tout le monde. Oui, mais il y a certains qui vivaient la même joie que moi, je veux dire. Maman, véritablement, elle était heureuse. Elle était dépassée, même si elle n'attendait même pas. Elle a dû faire le tour du quartier pieds nus. Oui, moi, je crois. Non, elle n'était pas avec moi. Maman, elle était en ce moment au village. Voilà, donc là-bas, véritablement, elle était vraiment... Elle s'est explosée. Voilà. Quand je suis parti là-bas en vacances, donc après les résultats, vraiment l'accueil témoignait véritablement de cette joie qu'elle avait. Et après le bac, vous décidez de vous orienter? Ben, je m'oriente, j'ai choisi la philosophie, l'espagnol et autres là, donc je vais à l'université et puis je suis en philosophie. On m'envoie donc en philosophie. Là-bas, il faut acheter donc des documents véritablement très chers. Il faut acheter des documents chers, c'est vraiment cher. Par rapport à mon niveau financier, je n'étais pas à la hauteur. Donc j'aimais la philosophie, j'ai toujours aimé la philosophie jusqu'à aujourd'hui. Voilà. Donc j'ai dit, bon tiens, qu'est-ce qu'il faut faire? Comme j'avais aussi choisi l'espagnol, et donc je vais essayer de transiter. Je suis allé étudier donc l'espagnol. Voilà, je suis allé étudier l'espagnol. Quand j'ai mes temps libres, je revenais en amphi, là où il y avait des cours de philosophie, pour suivre souvent. Voilà, parce que j'aime cette matière. Donc en espagnol, j'ai réussi à décrocher un master, plutôt une licence. Voilà, une licence en espagnol. Et après, j'essaie de m'orienter, parce que je veux faire les sciences humaines. Donc j'essaie de m'orienter en gestion des conflits, voilà, chez UNESCO, où je prépare actuellement le master. Alors, quand vous arrivez à l'université, c'est quoi l'ambiance? Avec l'âme de leader que vous avez, est-ce que vous cherchez déjà à vous imposer? Est-ce que vous cherchez à vous faire voir? Ou vous êtes focus sur vos études? Très bien. Ce que je recherchais d'abord, c'était les mêmes esprits que moi. Parce que je veux... Les mêmes esprits que vous. Voilà. Qui portent... Comme les oiseaux de même plumage. De même plumage. Voilà, ça a été d'abord mon premier plan. Sélectionner les mêmes esprits que moi. Vous êtes voyant, comment on voit quelqu'un qui a le même esprit que vous? Je ne sais pas. Quand on arrive en termes peut-être de vision et d'objectif. Voilà. Hein. Oui, en termes de vision, en termes d'objectif. Donc, ce n'est pas tout le monde qu'on approche, mais quand on a l'occasion d'échanger avec quelqu'un, on sait déjà sa vision. Voilà. Et voilà. Et c'est Dieu par sa grâce, j'ai pu croiser des gens de cette vision. Il ne fallait pas créer toute une foule, mais en tout cas sélectionner quelques personnes de qualité pour qu'on s'échange, on se partage les synergies et qu'on atteigne les visions qu'on s'est définies.
Donc ça m'a donné une équipe véritable avec laquelle j'ai essayé de booster les affaires. Et vous avez monté, on va dire, une association? Oui, j'ai monté une association, AGES, Association de la jeunesse estudiantine pour l'excellence et le succès. Donc c'est bien entendu avec les mêmes esprits parce que à l'université, on a eu 2 années de fermeture. Et là, ceux qui avaient suffisamment d'argent sont allés payer d'autres études dans d'autres structures universitaires. Vraiment, félicitations à ceux-là déjà. D'autres sont insérés en ce moment-là. Et face à cette difficulté, j'avais d'autres amis qui étaient, eux, découragés. Ils disent, ah, ben, on a perdu le temps, on nous a déjà dit l'université, c'est du désordre, c'est difficile, tout ça là. Donc nous, on veut se désengager. J'ai dit à certains que non, il faut pas démordre. Il faut pas démordre. Ce n'est pas le seul coup du marteau qui transforme le métal. Il faut les coups réguliers, constants, et le résultat sera là. Donc, au sein de cette association, nous allons bénéficier d'un monitoring entre nous. Chacun vient avec une qualité. Donc, on va s'animer, on va se motiver suffisamment et on va développer une mentalité. On ne cherchait pas à attendre les projets SOS, mais on attendait à porter notre contribution au développement et à transformer là où nous sommes, à changer les donnes et à nous engager personnellement dans le combat de la vie, sans attendre les autres ou accuser les autres. Voilà, et c'est ce qu'on a essayé de faire avec l'AGES. L'AGES est actuellement présente. Elle est présente. Nous travaillons avec le président Nesmond. Voilà. Alors, je veux savoir, quels sont les plus grands défis, ou je dirais plutôt les plus grands obstacles qui se sont dressés devant vous et qui vous ont permis de vous rendre compte que véritablement, vous aviez une âme de gagneur? Ben, c'est l'année blanche, là. C'est l'année blanche que je n'ai pas supportée. En dehors de cela? En dehors de cela. On va dire peut-être que l'année blanche a créé le déclic, mais en dehors de cela, est-ce que dans votre cheminement, dans votre parcours, il y a eu des difficultés que vous avez affrontées? Et face à ces difficultés, vous vous êtes dit, non, moi, j'ai une âme de gagneur, je ne m'avoue jamais vaincu. Oui, il y a eu certainement des difficultés. Parce que quand je venais à l'université, j'habitais à Bobo-Akeikwa. À Bobo-Akeikwa, ce n'était pas facile. Il fallait se réveiller à 4 heures pour espérer avoir le bus à 10 heures pour venir sur le campus. Voilà. Où il faut avoir de l'argent, emprunter, soit décomposer avec les transports communs, puis venir ici à l'université. Et là, moi, je n'ai pas voulu abandonner. Donc, il fallait me donner des moyens. Donc, c'est d'abord des défis à relever. Je n'ai pas vu ça comme un problème. Pour moi, un problème dans ma vie est plutôt un challenge à relever. C'est un défi à relever. Donc, je n'ai pas dit j'ai des problèmes, j'ai des difficultés. Non, j'avais des défis, des challenges à relever. Et ça me donnait, j'ai dit, mais tiens, si c'est comme ça, je trouve encore une autre stratégie. Et mes stratégies m'ont permis véritablement d'y aller. Et quand j'ai adopté une stratégie, que j'avais une victoire, je comprenais qu'à tout moment, je pouvais. Et donc, j'ai dit comme ça que quand vous êtes devant une situation devant laquelle vous vous interrogez, mais où vais-je commencer? En réalité, c'est que vous avez les capacités de vaincre la situation. Voilà. Alors, Anoussine, vous voulez intervenir, allez-y. Quand on est un leader, quand on est quelqu'un qui porte, qui a du monde derrière lui, on est souvent confronté à des moments de doute. Des moments où on a vraiment envie de tout lâcher. Où on se sent abandonné par les autres aussi. Dans ces conditions-là, comment vous faites pour remonter la pente? Quand vous vous sentez seul? Oui, quand j'aime bien l'expression seul-là, quand on se sent seul, le silence que certains, sinon on avait peut-être l'habitude de fuir avant, le silence, les moments de solitude, très important. Parce que c'est dans le silence que l'esprit humain saisit sa vision, découvre sa passion et réalise sa mission. Donc j'aime les moments de silence qui me rappellent, sinon qui me montrent l'ampleur du combat. Et quand je vois que le combat est d'un autre niveau, j'essaie de me remémorer, comment dirais-je, les victoires passées. J'essaie de passer en revue mes victoires passées. Mais je dis, mais tiens, hier je n'avais pas tel ou tel, mais j'ai pu faire ça. Donc je crois que ça, je peux... On va dans un sentiment de gratitude. Voilà, de gratitude, voilà. Et c'est que voilà. Et puis aussi, j'ai démarré certainement le niveau 1 de l'école primaire avec certaines personnes qui aujourd'hui ne sont peut-être pas à mon niveau, ce n'est pas de l'orgueil, mais je veux dire que, pour dire, ma performance aujourd'hui, quand même me donne d'atteindre ce que je veux. Donc je ne dois pas me plaindre.
Je ne dois pas me plaindre. Puisque d'autres veulent parvenir à mon niveau, mais ils sont en train de se démerder, ils n'y sont pas encore. Donc je crois qu'à mon œuvre niveau là, c'est déjà quand même satisfaisant, mais je ne dois pas me contenter de cela. Je dois encore continuer. Alors moi je dirais, on peut avoir certes un mental inaltérable, on peut avoir certes beaucoup de volonté de réussir, mais le découragement est humain. C'est naturel. Votre force mentale, d'où est-ce que vous la tirez? Bon, cette force, quelle est la source de cette force? La source, c'est Dieu. Je crois en Dieu, j'ai la foi en Dieu. Et surtout, ce que je me dis, Dieu, il est très grand, c'est notre créateur, selon moi, ma philosophie. Et Dieu ne peut pas envoyer quelqu'un sur terre sans l'accompagner, sans lui donner les moyens de subsistance, jamais. Je n'y crois pas. Mais on ne vient pas avec les moyens. On ne vient pas avec, très bien. Cette richesse est transformée en une ressource immatérielle, enfouie en nous. De peur que ceux qui allaient nous recevoir lors de notre naissance nous arrachent les liasses de biens qui étaient entre nos mains. Voilà. Dieu le sait bien. Peut-être ils ne sont pas de bonne foi. Quoique, il y a des gens même qui arrivent, mais dans l'ignorance, ils ont des comptes bien fournis. Hein. Oh oui, c'est vrai, ça peut arriver, mais pour nous, Dieu a mis ça en nous. Nous naissons avec, pour qu'au moment opportun, nous manifestions ces choses-là, nous réalisions ces choses. J'ai en moi mes banques, j'ai en moi mes véhicules, j'ai en moi mes entreprises, j'ai tout en moi. Une façon de dire que la capacité de produire, la capacité de générer des ressources, de devenir riche, dépend de nous. Dépend de nous-mêmes. Dépend de nous-mêmes. Tout est en nous. Tout est en nous. Donc c'est vraiment l'environnement. Sinon les événements ne peuvent rien changer si vous ne donnez pas l'occasion à ces événements de changer quelque chose. Je vois quelqu'un devant son écran qui dit, il dit quoi même? Tout est en nous, on est riche, il dit quoi? Et puis nous on est pauvres ici. Ah oui, mais il peut transformer la situation. En faisant quoi concrètement? Le changement, ça se prépare, ça se planifie. Quand on veut le changement, il faut planifier le changement. Quand tu désires le changement, il faut agir pour le changement. Quand tu veux le changement, il faut changer ses agissements. Alors vous allez nous dire de façon matérielle et concrète, qu'est-ce que ça donne? Comment vous vous organisez dans votre quotidien pour atteindre vos objectifs? Comment vous faites? Comment vous êtes structuré en dehors de ce mental? Ne vous pressez pas, je vous donne le temps de réfléchir. On part juste pour la pub et on se retrouve dans quelques instants. Ok, c'est compris, merci. C'est midi, c'est ça. Nous sommes avec l'École supérieure d'information et de l'innovation. Merci de vous ovationner. L'Union nationale des élèves et étudiants de Dabakala. Wow. Et nos amis Euroformation des deux plateaux. Et nous terminons avec l'Association de la jeunesse estudiantine pour l'excellence et le succès. Ouais, c'est cela. Merci de votre présence. Le fan club, c'est midi est là, non? Ah d'accord, vous êtes là. Ok, pas très nombreux aujourd'hui. Voilà, ils sont de la maison, donc ils laissent la place, hein, on va dire, aux invités. Merci beaucoup. Nous allons poursuivre notre échange avec notre invité Olivier Banimo. Olivier Banimo, on le sait, donc orphelin de père, qui réussit tant bien que mal à se faire une place au soleil, malgré, je dirais, vents et marées. Voilà. Alors, en classe de 3e, vous nous l'avez dit,
Vous avez le BEPC et malheureusement, vous n'êtes pas orienté. Ça crée donc le déclic. Vraiment. Et là, vous découvrez, on va dire, une âme de gagneur. Vous foncez tout droit. Oui. Vous obtenez vos diplômes. Vous êtes à l'université. Aujourd'hui, vous avez en poche vos différents diplômes. Et vous êtes sur ce plateau pour nous dire que vous ne vous êtes jamais avoué vaincu. Et là, nous, on était maintenant curieux de savoir de façon quotidienne comment est-ce que vous vous organisez pour atteindre vos objectifs. D'accord. Bien, c'est d'abord une vision que je me fixe. Une vision et des objectifs clairs à atteindre. Et j'engage des actions pour atteindre ces objectifs. Et chaque soir, j'essaie de faire un bilan de ma journée. Parce que c'est un pas de chaque jour qui conduit à la vision. Donc, dans ce pas de chaque jour, est-ce que je l'ai bien posé? Est-ce que ce pas a une adhérence? Est-ce que ce pas répond à mes attentes? Si le soir est venu, que j'ai vu que non, j'ai perdu suffisamment de temps au cours de cette journée sans maximiser mon temps, demain, j'ai beaucoup à faire parce qu'il faut que je rattrape ce qui est passé. Donc, le lendemain... Et justement, comment faire pour éviter les pertes de temps? Oui, il faut faire chacun. Je fais des checklists au fait pour des jours et ce que je dois faire demain, par exemple, voici ici, j'irai tel pas, j'irai tel pas, j'irai tel pas, et je fais mon effort pour éviter les chronophages. Les chronophages, c'est des bouffeurs de temps. C'est cela. Des gens qui viennent vous enrouler dans de vaines causeries pour vous perdre le temps suffisamment. Il n'y a pas que ça, il y a aussi... Ça, c'est peut-être volontaire. Ouais, volontaire. Ça, c'est peut-être volontaire. Vous choisissez d'avoir des conversations avec des personnes, si vous le voulez ou pas. Voilà, c'est clair. Mais il y a des pertes de temps qui ne sont pas forcément programmées. Oui, vous pouvez tomber dans un embouteillage, ce qui est récurrent d'ailleurs. Ça, c'est vrai. Voilà. Ça, c'est vrai. Mais je crois qu'on ne peut pas éviter ça, mais on trouve toujours des palliatifs à ces choses. Donc, je fais ce que j'ai à faire, les to-do list, et chaque jour, j'essaie d'exécuter ce que j'ai programmé. Et à la fin de la journée, je fais un bilan. Est-ce que ce que je dois faire, les cours sont épuisés? Oui. Est-ce que l'objectif est atteint? Oui ou non? Si ce n'est pas atteint, je reconduis et j'essaie de mieux faire, de prendre des dispositions. Donc, volontairement, vous ne remettez pas à demain ce que vous pouvez faire aujourd'hui? Voilà, je préfère le faire aujourd'hui. C'est ce que j'ai à faire. La procrastination. Voilà. Pour ajouter le doyen, il faut dire qu'une to-do list, en fait, c'est de noter 5 choses qu'on a à faire, 5 choses importantes qu'on a à faire au cours de la journée et de se donner comme point d'exécuter ces 5 choses avant la fin de la journée. C'est ça, c'est vraiment important pour se fixer des objectifs, pour se fixer des visions. Merci beaucoup et d'atteindre surtout ces objectifs. Allez-y. Moi, c'est une toute petite question que je voulais poser à notre invité. Pour vous, c'est quoi une vie réussie? Merci. Une vie réussie, c'est celle-là qui vous donne d'être véritablement un en vous-même. C'est réconcilier avec votre propre personne. Une vie réussie, c'est celle-là qui vous permet de vous exprimer vous-même, d'exprimer la personne réelle que vous êtes. Voilà. Vous parvenez à être celui que vous devriez être en réalité. D'où devenez le vrai vous. D'où devenez le vrai vous. Parce qu'il y a... C'est votre œuvre. Hein? Oui, c'est justement ça. On n'a rien inventé. Voilà. Devenez le vrai vous. C'est cela une vie réussie. Et pour avoir une vie réussie, on va toujours garder la même ligne, mais pour avoir une vie réussie, il faut être soi-même le chef chantier de la bâtisse que tu es. Sinon, si vous laissez votre chantier à une autre personne, à une tierce personne, un oncle doit me bâtir, un oncle doit faire ça, l'oncle va se débarrasser. Il fera d'un bon menuisier un instituteur, ou il fera d'un bon ingénieur un policier. Et il faut chercher à être ce que vous devez être. N'attendez personne venir vous faire. Il faut te lever, il faut te faire. Si on est appelé à être nous-mêmes au front, sinon les gens vont vous construire une maison qui ne vous ressemble pas, qui ne vous convient pas. C'est clair. Vous devez poser, vous-même les fondements de votre vie. Moi, je ne suis pas d'accord avec vous. Une vie réussie n'existe pas. Moi, je veux dire qu'on est dans un monde où nous sommes en quête perpétuelle du bonheur. Oui. Nous tendons vers la perfection. Oui. Donc aujourd'hui, celui qui n'a pas d'immeuble, qui n'a même pas un seul immeuble, qui n'a même pas posé une brique, il envie celui qui a construit une maison. Oui. Lui, il envie celui qui a un immeuble. Lui qui a un immeuble envie lui qui a 2, ainsi de suite. Donc on tend vers. Donc quand vous dites qu'une vie réussie, c'est je ne suis pas d'accord, je suis désolé, c'est du chronophage. Je vous en prie. Voilà, c'est le cas. Ça n'a rien à voir. Bon, là était ma version des faits. Bon, si je vous vexer, veuillez m'annexer si je ne suis. Ah non, mais je n'en suis vraiment pas vexé. Donc j'étais disant,
il faut soi-même... Ça, c'est très étudiant, ça. Je ne sais pas si ça existe quelque part, mais franchement... D'accord. Donc, il faut soi-même s'engager, il faut poser soi-même les fondements de sa vie. Parce que le plan du bâtiment que vous êtes, c'est vous qui l'avez. Il est gravé dans votre esprit, il est gravé dans votre subconscient. Personne ne peut faire votre architecture et la réussir comme prévu par Dieu. Dieu a mis ce plan en vous. Dieu a ce plan et il l'incruste en vous. Il est dans votre esprit, dans votre mental, dans votre subconscient. C'est avec ce plan que vous devez vous construire et vous définir. Si vous laissez cela à un oncle, si vous laissez cela à un cousin, parce qu'il a suffisamment d'argent à vous faire, vous allez vous retrouver là où il ne faut pas se retrouver. Ce n'est pas encore terminé. Je pense qu'il est juste l'heure pour nous de recevoir notre ami personnel. Il s'appelle Paulus Agathon. Merci de l'applaudir très très fort. Vos réactions nous intéressent avec Paulus Agathon. Paulus! D'accord, on applaudit pour moi ou pour lui. Bon, ceux qui applaudissent pour moi, je veux vous entendre encore. D'accord, on a entendu pour moi. Et ceux qui applaudissent pour Choken Pat? C'est pas juste. Paulus, oui. C'est vrai que tu viens pour la réaction du public, mais moi je viens pour une interréaction. Oui, je sais de quoi je parle. Je ne vais pas perdre mon latin. Tu es doué et je crois que tu es la personne de ressources pour la réaction des téléspectateurs. Il paraît. Caro, oui. On va dans l'interaction. Aller à Boaké pour penser les plaies autrement. D'accord. Il y a eu trop de grabuges dans ces temps-ci. Nous venons avec la crème des meilleurs humoristes de Côte d'Ivoire pour demander aux enseignants, aux professeurs, aux élèves étudiants de mettre bas la terre. On vient pour leur apporter un autre langage. Le langage de l'amour, de la paix, de la cohésion. Et c'est à cela que je demande à Ramatoulaye. Regarde-moi, ouvre tes narines, Ramatoulaye. En cas de cas, Boukari, Prissi, tu veux dégamer? Viens dégamer à Boaké. Et le lieu, tu me permets? Volontiers. Comme j'ai pris ton quart d'heure, je vais le faire. Le lieu, c'est à la place de la promenade. Venez vous promener à Boaké. Si vous venez vous promener, vous allez voir comment est-ce qu'on vous transmettre le message de l'amour et de la paix. Et nous vous invitons pour vous dire que nous passons un message autre. Et dans la dérision, on peut penser les plaies. Et vous savez que l'humour, comme je le dis toujours, est thérapeutique. Ça, c'est clair. Sous le parrainage du ministre du Transport, Amadou Kone, un fils de Boaké, qui a voulu offrir ça pour dire aux gens ne pleurez plus. On va régler ça. J'ai dit au président Ouattara de voir pour un des professeurs, on va les sortir de prison, bon, on va augmenter un peu le blé, et puis tout va bien se passer. Parce que nous, on va leur dire ça. Merci beaucoup, Choken Pat. Paulus, vraiment, excuse-moi. Non, c'est comme pas l'a dit grave. le jeune frère, moi je ne me sens jamais vaincu. Non, le message est important, donc je te l'accorde. Donc vraiment, Boaké, à la place de la promenade, dimanche. Merci beaucoup. On se voit. Merci beaucoup, Choken Pat. Merci, Caro. C'est que c'est toujours un plaisir pour moi. Plateau, depuis 2005. Dieu Cassis, ne soyez pas jaloux. Merci, merci, je vous aime. Nous le raccompagnons avec des ovations. Alors Caroline, vu que moi je ne m'avoue pas vaincu, on va aller directement sur la page Facebook de C'est Midi et puis on va continuer. On y va alors? Voilà. On a le message de Anselme Fallet qui a dit tout à l'heure on a eu l'occasion de voir votre œuvre et le thème qui est plus ou moins abordé c'est le développement personnel. Est-ce que c'est de cela que parle l'ensemble de vos œuvres? Non, ce n'est pas de cela. L'ensemble de mes œuvres, c'est pas seulement ça. J'ai fait aussi la littérature classique, voilà, telle que La mort du paysan par exemple. Voilà. Et la littérature, là où la rivière chante, où la montagne danse, je pratique cette littérature aussi. Donc mes manuscrits, d'autres manuscrits ne parlent pas que de ça. Voilà. D'accord. On a Jaurès Tro, il dit en tout cas merci pour ce témoignage édifiant. Mais quand on dit qu'on ne s'avoue jamais vaincu, c'est sûr qu'on a réussi à surmonter plusieurs étapes. Mais est-ce qu'il y a une situation qui vous a marqué particulièrement, qui a ralenti considérablement cet élan vers votre objectif? Oui, ce qui pouvait ralentir, ce sont les 2 années universitaires que j'ai passées sans être dans les amphis. Voilà, c'est ce qui a failli ralentir, mais j'ai trouvé d'autres stratégies à ça. Et j'ai maximisé, en tout cas j'ai transformé ça.
D'accord, d'accord. Je termine avec Bertrand ici. Il dit, à travers votre témoignage, je retiens que tant que je suis vivant, le combat continue. Et quand j'échoue, je dois réussir jusqu'à ce que j'atteigne mon objectif. Voilà. C'est tout pour les réactions des internautes. Merci, Police Agathon. Merci infiniment. Alors, d'accord, je prends donc le micro très très rapidement. Une personne pour me dire ce qu'elle a retenu de notre témoignage du jour. Qu'est-ce que vous avez retenu? Une phrase, une citation, un message? Qu'est-ce que vous avez retenu? Allez-y. Présentez-vous. Je me présente, je suis Tamungui Saint-Frédéric Laroche. Je suis élève au groupe scolaire, étudiant à Euroformation. D'accord. Bon, j'ai retenu que la vie est un combat, que dans la vie, si tu veux quelque chose, il faut te battre fort et il faut graver aussi les échelons. Il faut changer la vie, le coup du destin, quoi. D'accord. Merci beaucoup. Merci infiniment. C'était donc le représentant, on va dire, du public. L'émission tire à sa fin, mais on a des invités, on a encore des invités. Vous restez avec nous. Exactement. Nous allons recevoir tout de suite un chanteur et non des moindres. Il se nomme Dan Luiten. Il est français. Merci de l'ovationner très fort. Tous ceux qui ont profité, ils se sont abonnés. Toi aussi tu peux essayer, vraiment tu auras tout gagné, Joe. Le bonheur que tu cherches là, ça dépend de toi. Le bonus que tu cherches là, ça dépend de toi. L'internet que tu cherches là, ça dépend de toi. Tout ce que tu cherches là, ça dépend de toi. Ça est dans ta main. En 2019, le choix vous appartient. Rejoignez le réseau Move et profitez. Je viens vers toi. On va chanter ensemble. J'aimerais chanter ce chant qui s'intitule Alléluia. Et on va le chanter juste pour déclarer notre amour au Seigneur. Je suis à tes pieds pour te remercier. Oh, tu t'es abaissé pour l'humanité, tu fus humilié et abandonné. Merci. Ta mort est ma Ce sera donc le dimanche 3 mars. Le dimanche 3 mars, c'est bien cela. Je donnerai le lieu dans quelques instants. C'est à l'Ivoire Golf Club à partir de 15 h. Alors, pasteur Dan Luiten, c'est bien cela. Vous êtes aussi chantre. C'est ça. Qu'est-ce que vous comptez offrir aux Ivoiriens? Alors, ça va être un moment extraordinaire. Un moment extraordinaire de tous ensemble dans la présence de Dieu. Vraiment un concert juste merveilleux avec des chants, des louanges, une célébration digne de la grandeur de Dieu. Et vraiment, je suis tellement heureux et honoré d'être ici dans ce pays. On aura aussi, merci, on aura aussi la présence du pasteur Mohamed Sanogo, organisateur, mais en même temps chantre aussi. Il chantera ce jour-là. Et une invitée, et non des moindres, Donna Moana, c'est bien cela? C'est cela. En plus du pasteur Mohamed Sanogo, qui est le pasteur hôte et organisateur de ce programme, il y aura la sœur Dena Moana, la chantre Dena Moana, qui n'est quasiment plus à présenter. Tout à fait. Il y aura le frère Joey Mittel, qui nous vient du Ghana, et ensuite le frère Derek Jones, d'ici, en Côte d'Ivoire. Merci infiniment, Nadia Wabio. Concert à ne pas rater, en tout cas pour ceux qui souhaiteraient se retrouver dans la présence de Dieu, avoir une communion véritable avec Dieu, il faut effectuer ce déplacement. C'est donc le 3 mars à l'Ivoire Golf Club à partir de 15 h. Merci infiniment à vous. Merci. Et très bonne journée. Merci beaucoup. Tout de suite, pendant les applaudissements sont très Ah mais non, hein. Alou Sidibé, c'est à vous de jouer. C'est innovant avec Alou Sidibé. Chaque jeudi, on parle d'innovation. Et aujourd'hui, on parlera d'innovation avec Monsieur Barry Moussa, avec Monsieur Richard et Monsieur Adé qui nous viennent du Bénin. Ils vont s'approcher rapidement. On va commencer tout à l'heure avec Monsieur Barry. Utilisez le micro du sage, s'il vous plaît. Il y a un micro ici. Oh, Monsieur Barry.
Monsieur Barry. Voilà. Monsieur Barry va nous parler de Abidjan Innova. On le sait, c'est la grande messe de l'innovation à Abidjan. C'est pour le 28 jusqu'au 30 mars 2019. Tout est en train de se préparer. À quoi doit-on s'attendre? Effectivement, merci et bonjour à tout le monde. Abidjan Innova, c'est une plateforme de promotion des inventeurs ivoiriens. Il y en a plus de 300. On aura des inventeurs de la sous-région qui seront là et des inventeurs du monde entier. Alors pendant le salon, il y a des expositions. On aura également le marché des brevets. C'est une opportunité pour une personne d'acheter le brevet d'un inventeur et de l'exploiter de manière commerciale. On aura également un point important qui est le concours des grandes écoles. Donc on va mettre en avant le savoir-faire de nos jeunes frères. Et il y a des choses incroyables qu'ils font. On invite vraiment tout le monde à venir participer à ce salon. C'est gratuit. Venez et il y aura pas mal de choses. Du 28 au 30 mars 2019, ne manquez pas, c'est totalement gratuit, vous serez totalement surpris. Et on va bifurquer rapidement avec nos amis qui nous viennent du Bénin, c'est ça? Oui. Pour parler d'une plateforme. Imaginez, depuis le confort de votre salon, en train de vendre ou d'échanger vos services, vos produits, hein, avec toute l'Afrique, avec tout le monde, sans bouger du confort de chez vous. C'est la plateforme iParo qui nous le propose. Merci. La plateforme iParo, signifiant échange en langue yoruba, est une plateforme dédiée au libre-échange qui permet aux Africains de troquer et de vendre des biens et des services sur nos plateformes web mobiles. Derrière ça, il y a une initiative vraiment innovante parce que j'ai entendu parler de dématérialisation des foires. C'est comme si, comment je peux vous expliquer? Imaginez généralement quand vous allez dans les foires, vous voyez des stands, il y a des messieurs qui sont là, qui vous reçoivent, avec qui vous discutez. Mais cette fois-ci, vous êtes derrière votre téléphone et vous êtes à une foire internationale. Merci pour nous avoir donné cette occasion. Vous savez, dans cet esprit de promouvoir le label Made in Africa, il était judiciaire de penser quand même à réapproprier, à redonner le marché africain aux créateurs de valeur africains. Vous voyez? Donc c'est pour ça que nous avons imaginé briser toutes les barrières et les frontières liées au positionnement physique des foires physiques. D'où désormais avec iParo, vous avez les foires virtuelles nationales et la foire virtuelle transafricaine qui vous permettent depuis votre smartphone simplement de créer un stand, de l'animer et de présenter tout ce que vous faites, d'accord, de pouvoir le vendre et puis de partout dans le monde. Merci. Donc iParo c'est I-P-2-A-R-O à télécharger massivement sur le Play Store. Et Abidjan Innova 28 au 30 mars 2019, c'est gratuit, venez massivement. Merci, on se retrouve le jeudi prochain. Bye. Merci beaucoup, merci à tous nos invités, merci infiniment, merci beaucoup, merci, c'est gentil. Alors, très chers téléspectateurs, malheureusement, ça part vite, hein, voilà. On est déjà à la fin de l'émission. On a été dans ce studio avec l'association de la jeunesse estudiantine pour l'excellence et le succès. Nous avons aussi ici, même dans ce studio, l'Union nationale des élèves et étudiants de Dabakala, l'école supérieure d'information et de l'innovation. Juste vous dire, c'est vous, non? Eurof. Eurof. Pourquoi? C'est pas l'école supérieure d'information et de l'innovation? Ah, c'est vous. Et Euroformation des deux plateaux, c'est bien vous? J'avais pas vu, hein. Je comprenais pas, j'ai dit, mais les gars, habituellement, ils sont chocs, mais pourquoi? Est terminé. Nous sommes toujours avec Olivier. Olivier, un petit mot avant de se dire au revoir. D'accord. C'est dire à la jeunesse qu'elle en est des explosifs. Elle est une mèche incandescente. Elle en est de la ressource. Elle peut porter une flamme. Elle peut mettre encore, elle peut allumer encore d'autres flammes. Qu'elle ne se décourage pas, qu'elle ne démorde pas. Qu'elle se lève, qu'elle marche encore. Et elle a de l'espace à construire encore d'autres tentes. Et voilà. Il y a beaucoup. Le message est clair. Si vous êtes encore en vie, c'est que vous avez en vous la capacité de vous lever, de foncer et de réussir et surtout d'atteindre vos objectifs. On a été très heureux de vous présenter ce numéro de C'est Midi. On se donne rendez-vous avec la même ferveur, la même énergie, le même sourire demain pour la finale. Ça sera une émission exceptionnelle. Au revoir.